révérende sœur, rectrice de facultés africaines Bakita, éminent professeur, secrétaire général académique, éminent professeur, doyen de faculté, chers membres de corps académiques et scientifiques de nos différentes universités ici présents, camarades étudiants, camarades étudiantes, distingués invités, considérés à vos titres respectifs et qualités, bon après-midi. Je commence par remercier le comité de gestion des facultés africaines Bakita pour l'honneur qu'on me donne aujourd'hui et de faire partie donc de faire équipe avec les autres aînés pour vous partager ma modeste expérience, ma petite connaissance par rapport à l'intelligence artificielle et qui me passionne comme chercheur dans le domaine de l'informatique. Déjà, ce comité de gestion nous a accordé l'opportunité de présenter la leçon inaugurale sur l'intelligence artificielle et les performances académiques. Et cette leçon inaugurale présentait l'intelligence artificielle d'une manière générale, et c'est de là que certains ont émis le vœu d'avoir une formation pratique où maintenant nous allons apprendre à utiliser l'intelligence artificielle. Et voilà qu'aujourd'hui, cette formation vient d'être possible suite aussi à votre présence, parce que vous avez répondu à l'invitation des facultés africaines Bakita. Donc je vous remercie et nous remercions aussi Dieu qui nous a d'abord bénis par la pluie. Et pour ça, nous demandons d'abord à tout le monde d'applaudir. C'est bien. Alors, le thème principal de la formation, c'est l'intelligence artificielle et les performances académiques. Maintenant, mon sous-thème, ou les sous-thèmes qu'on m'a confiés, ce sont les fondamentaux et enjeux de l'intelligence artificielle. Et comme déjà, le modérateur, le chef des travaux, Umbo Salama, venait de le dire, souvent nous critiquons l'intelligence artificielle et déjà, on regroupe les gens à différentes tendances. Nous avons les conservateurs, nous avons les progressistes, nous avons les intermédiaires. Et après la conférence de la fois passée à Kambali, à l'Université de l'Assomption au Congo, un collègue nous a parlé de technocentriques, technocentristes. Ça veut dire l'intelligence artificielle comme nouveauté, et comme le professeur venait déjà de l'annoncer, c'est une nouvelle tendance, bien qu'ancienne déjà, mais c'est une nouvelle tendance, c'est une nouvelle façon de faire. Et tout le monde ne comprend pas encore exactement quoi l'intelligence artificielle. Et ça fait débat. Les progressistes, les conservateurs, disent non à l'intelligence artificielle. Et que l'homme doit réfléchir, l'homme doit fournir un effort, l'homme doit travailler en utilisant sa propre force. Donc, on doit rester à ce qui est classique, comme le prévoient nos différentes méthodes. Mais le progressiste donc le courant progressiste qui est constitué de nous, acteurs de la technologie, des créateurs, nous ne gérons que par l'intelligence artificielle. J'ai aimé quand le prof a parlé de sacraliser.
ce concept est tombé dans mes oreilles. C'est que les acteurs de la technologie, en tout cas, vantent, ils louent l'intelligence artificielle et dire, en tout cas, voilà, c'est ça le courant actuel, nous tous, nous devons migrer vers l'intelligence artificielle. Mais maintenant, il y a un courant intermédiaire, et d'ailleurs, ce courant s'incarne déjà avec le système LMD congolais. Parmi nous, il y a des enseignants. Vous vous rappelez de la formation que le professeur Osé Mouindo Massivi a tenue à Eden River sur les fondamentaux du LMD. Quand le LMD commençait, on nous a appelés comme chercheurs pour nous encadrer sur comment nous allons nous comporter. Et je me rappelle, pour ceux qui étaient là, on a parlé d'enseigner autrement. Vous vous en souvenez? Et on parle d'enseigner autrement, pourquoi? Parce que justement, le LMD nous demande l'intégration de nouvelles technologies de l'information et de la communication dans nos pratiques d'enseignement, ce qui n'était pas, ce qu'on ne faisait pas dans le temps. Mais il se pose maintenant des problèmes. Est-ce que nous savons utiliser ces nouvelles technologies de l'information et de la communication? Parce que même pour les étudiants, lorsqu'ils doivent aller, parce qu'on disait que les étudiants, dans le LMD, les étudiants contribuent aussi à l'élaboration du contenu. Mais maintenant, ces étudiants-là, est-ce qu'ils savent aussi utiliser le NTIC? Je me rappelle de la question du CTMENI à l'ouverture de l'année académique à la leçon inaugurale, qui disait nos universités, est-ce qu'elles ont aussi toutes les infrastructures, est-ce qu'elles ont déjà tout le nécessaire pour que nous puissions bien travailler dans le contexte du LMD? Voilà autant de questions qui se posent et c'est dans ce cadre-là que cette formation vient nous aider à comprendre d'abord, parce que l'intelligence artificielle, c'est un des outils de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc ici, il faut d'abord comprendre ce qu'est l'intelligence artificielle. Les autres l'assimilent à la magie. Mais nous voulons d'abord comprendre, c'est quoi l'intelligence artificielle? Et c'est pourquoi on a parlé des fondamentaux et enjeux de l'intelligence artificielle. Alors, les objectifs de cette formation d'aujourd'hui, d'abord, comme c'est une formation, elle est à 30% théorique et à 60%, à 70% pratique. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, dans l'annonce du secrétaire général académique, on disait de venir avec les outils de travail. Et si vous avez les communiqués, on a dit, il suffit seulement de venir avec un téléphone connecté à l'Internet. Et je suis encore content qu'il y a aussi ceux qui ont amené leurs ordinateurs. Ça nous permettra d'expérimenter l'utilisation à l'ordinateur et au téléphone. Donc, les objectifs maintenant de ce premier module, le premier objectif, c'est que nous voulons comprendre les fondamentaux du LMD. Là, c'est vraiment de l'intelligence artificielle. Là, c'est une petite, une petite considération théorique sur ce que nous devons connaître de l'intelligence artificielle. C'est le premier objectif. Il faudrait qu'en sortant de cette salle, quand on va vous demander de parler, d'ailleurs, ça c'est la première expérience dans la région, au moins ici. Ça suppose qu'on peut déjà aussi vous considérer comme le formateur de formateurs. Et déjà, le premier objectif, il faudra connaître ce qu'est l'intelligence artificielle. Parce que vous serez des ambassadeurs auprès des autres dans la communauté à la sortie de cette salle. Le deuxième objectif, c'est savoir l'utiliser pour améliorer ses performances académiques. Je reprends bien, savoir l'utiliser pour améliorer ses performances académiques. C'est différent. Vous voyez, on parle d'améliorer. Ça veut dire qu'on ne nous substitue pas. On est déjà performant. Mais maintenant, il faut améliorer ses performances en utilisant l'intelligence artificielle comme outil.
une façon de dire l'intelligence artificielle comme outil d'amélioration de performances académiques. Le troisième objet est, je crois, l'IA pour améliorer les performances académiques, c'est le deuxième objectif. Le troisième objectif, c'est maintenant vous introduire vous apprendre à utiliser l'intelligence artificielle de façon responsable et éthique. Et bien évidemment, ces aspects seront encore développés davantage par les autres conférenciers qui vont succéder dans les 2 modules qui suivent, à l'occurrence d'ICT doctorant Richard Taemboa et du professeur Rodrigue Calumendo, qui vont présenter les 2 autres modules qui pourront suivre ces modules. Donc ces modules, c'est un prérequis pour les 2 autres modules que vous aurez à suivre. Alors, quelle est notre cible? Notre cible, c'est justement les enseignants d'université. Ils sont nombreux ici. Et chercheurs. Pas seulement on peut ne pas enseigner à l'université, mais on s'intéresse à la recherche scientifique comme domaine, bien que les centres de recherche soient encore minoritaires dans notre contrée. Mais c'est aussi un investissement. Je peux investir dans la recherche scientifique. Et donc, si j'investis dans la recherche scientifique, j'ai besoin de l'intelligence artificielle parce que je pourrais l'utiliser dans mon cabinet ou mon centre de recherche. Notre deuxième cible, ce sont les étudiants. Licence, master, doctorat. Chacun est étudiant à son niveau et dans tous ces degrés, on a besoin de NTIC, on a besoin de l'intelligence artificielle. Nous avons aussi des encadreurs académiques. Et là, nous sommes tous des enseignants, en majorité ici. Et nous sommes soumis à des exercices. Nous devons orienter les étudiants dans leurs projets titorés, dans le mémoire de fin d'études. Et vous savez, il y a beaucoup de concepts qui sont utilisés. On parle de plagiat, on parle de similarité. Et des fois, comme pour ne pas rester dans l'analphabétisme technologique, des fois, les étudiants arrivent à nous rouler. Ils nous amènent des trucs qu'ils ont générés. Et si nous, leurs encadreurs, nous ne savons pas détecter ce qu'ils nous amènent, ils vont nous rouler facilement. Et ça nous mettra en difficulté d'évaluer. Mais aussi, ces étudiants-là doivent être encadrés au bon usage de cette intelligence artificielle qui ne vient pas nous substituer, mais qui vient plutôt améliorer nos performances. Ensuite, les autres professionnels du secteur éducatif sont aussi concernés par ce module. Il y a beaucoup. L'éducation ne se limite pas seulement à l'auditoire. Par exemple, ceux qui sont dans le secteur sanitaire, je salue en passant nos collègues de l'ISTEM qui sont ici. Je vois C.T. Mwenge, AB de l'ISTEM et les autres qui sont venus. Ils œuvrent dans le secteur sanitaire. Là, il y a aussi des aspects éducatifs. Par exemple, vous parlez de l'épidémiologie. Vous vous rappelez du Covid-19. Vous vous rappelez de la pandémie du Covid-19. Vous vous rappelez de Ebola. Il y a eu une éducation sanitaire sur les bonnes pratiques. Voilà comment nous laver les mains. Et cette éducation nous a déjà affectés. Aujourd'hui, les gens se réservent à tendre rapidement la main à quelqu'un. On avait même instauré l'usage des lavabos avant d'entrer à l'église. Ça veut dire que tout le monde est éducateur selon ce qu'il fait comme activité. Et donc, même les éducateurs des autres secteurs qui ne sont pas dans le secteur académique sont aussi concernés par l'usage de l'intelligence artificielle.
Je ne veux pas oublier, même dans le secteur de l'évangélisation, c'est aussi de l'éducation. Nous avons un pasteur adventiste qui s'est inscrit aussi, qui nous a dit, mais à quoi ça va donc, à quoi l'intelligence artificielle va m'aider, moi, comme pasteur? Justement, c'est un éducateur. Il évangélise. Il parle du retour de Jésus. Mais l'intelligence artificielle peut l'aider à illustrer correctement le retour de Jésus, à le représenter en train de venir de nuée. Voilà, on peut l'utiliser pour rendre plus pédagogique le message que nous voulons transmettre aux fidèles. Voilà donc voilà de manière succincte les 3 catégories de cibles que nous visons pour cette formation. Alors, sans plus tarder, nous passons au premier point qui porte sur les fondamentaux de l'intelligence artificielle. Dans ce point, bien évidemment, vous aurez les modules imprimés. Ici, nous résumons ce qui est détaillé dans le module que vous aurez. Nous traitons de la définition de l'intelligence artificielle. C'est quoi l'IA? Nous résumons en un paragraphe ou en une phrase l'historique de l'intelligence artificielle. L'IA faible, donc l'intelligence artificielle faible et l'intelligence artificielle forte. Quelle est la différence entre les deux? Nous avons aussi l'intelligence artificielle générative. Donc, c'est la définition et les types d'intelligence artificielle. Donc, nous avons la définition, l'historique, les différentes formes ou types d'intelligence artificielle. Donc, qu'est-ce que nous attendons par intelligence artificielle? La définition de l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de définitions selon beaucoup d'auteurs, selon beaucoup de sources, selon beaucoup de livres que nous pouvons lire. Mais nous pouvons résumer toutes ces définitions en une seule en disant que l'intelligence artificielle est une technologie qui imite certaines capacités humaines pour aider à l'apprentissage et la recherche. On peut le résumer de cette façon. Donc, c'est une technologie qui imite certaines capacités humaines pour aider à l'apprentissage et à la recherche. Donc, vous comprenez déjà que, avec cette définition, vous comprenez déjà que l'intelligence artificielle n'est pas un remplaçant, n'est pas un substitut de l'être humain. D'ailleurs, à la conférence de l'UAC, quand Père Kibanda a pris la parole, le professeur Wilfried, il a parlé d'une simulation de l'intelligence humaine. C'est notre intelligence qu'on essaie d'imiter. D'ailleurs, vous constaterez que je me dis, est-ce qu'il faut même parler d'intelligence artificielle? Parce que ça génère des trucs, mais ça ne réfléchit pas. Est-ce que vous savez que l'IA ne connaît pas ce qu'il vous génère? Est-ce que vous le savez? L'IA ne connaît pas ce qu'elle vous génère. L'IA part de certains principes pour vous générer le contenu. Ce n'est pas l'IA qui réfléchit comme un humain. Et l'IA a été entraînée. Ça veut dire que déjà, l'idée de dire que l'intelligence artificielle substitue un être humain, ça, il faut d'abord effacer. C'est une simulation. Alors, parlant de l'historique, l'intelligence artificielle est née dans les années 1950 et l'éminent professeur, secrétaire général académique, nous a cité, il a cité dans son texte l'un des pères de l'intelligence artificielle. Quelqu'un s'en rappelle? Quelqu'un s'en rappelle? Dans le discours d'ouverture de l'académique, il a dit
il a cité un des pères de l'intelligence artificielle et il a dit quoi? Alain Turing, oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que le prof, vous pouvez nous rappeler ce qu'il a dit? Ça a passé, oui. Oui. C'était dans le sens que on s'est posé la question de savoir si les machines peuvent-elles penser. Si les machines peuvent-elles penser? Voilà, merci. On peut applaudir. Oh, il a été quand même attentif. En fait, c'est un peu ça. Et il fallait qu'on parle maintenant de la date. Déjà, l'intelligence artificielle à laquelle nous faisons allusion aujourd'hui, l'intelligence artificielle qui nous réunit aujourd'hui, ce n'est pas une nouveauté. On a commencé à parler de ça depuis 1950. Et elle a évolué de systèmes simples vers des modèles intelligents capables d'apprendre à partir des données maintenant. Et vous comprendrez que l'évolution des technologies se fait chaque 10 ans. Si vous prenez de 50 à 60, vous allez voir qu'il y a eu des améliorations. De 60 à 70, il y a eu des améliorations. Et jusqu'à aboutir aux améliorations que nous avons aujourd'hui. Ici, nous avons maintenant des intelligences artificielles capables d'apprendre à partir des données. Vous allez voir par exemple, si nous entrons dans le secteur commercial, prenons le cas de l'établissement Palos, qui a ces livres de caisse, donc les informations financières de cet établissement. Il y a maintenant des intelligences artificielles qui apprennent à partir des données et qui sont à mesure de prédire la santé de l'entreprise dans autant de jours sur base de données analytiques qui partent peut-être de 5 ans. Et ils peuvent dire, bon, voici la santé de cette entreprise dans 5 ans. D'ailleurs, je me rappelle du cours d'analyse financière. Je voudrais parler, c'était Lisette, vous êtes du secteur comptable. Quand nous faisons l'analyse financière d'une entreprise, nous partons de quelles informations? Des journaux de l'entreprise, le bilan. OK. Voilà. Alors, vous comprenez que c'est là qu'on dit que les informations d'une entreprise constituent une richesse. On peut partir de ces informations-là pour faire une analyse et arriver à prédire la santé de l'entreprise dans 10 ans. Déjà, sans intelligence artificielle, les experts comme Madame Lisette de l'économie, et ils sont en mesure de le faire de manière humaine. Elle peut faire une analyse financière d'une entreprise et elle peut vous dire non, tel que je vois, si cette entreprise ne fait pas ceci, dans les 5 ans qui viennent, cette entreprise va fermer ses portes. Et c'est sur base de ces analyses, même quand vous allez solliciter un financement au niveau, disons, des banques ou des sociétés de microfinance, on vous demande tous ces états financiers pour essayer d'analyser la capacité de remboursement et de dire est-ce que dans les jours à venir, cette entreprise sera capable de rembourser cet argent par rapport aux données que nous avons. Donc déjà, sans intelligence artificielle, les humains le faisaient. Mais maintenant, les intelligences artificielles sont entraînées à réfléchir comme les humains et maintenant à prédire rapidement. Parce qu'un humain devait prendre tout le temps pour prédire. Il devait prendre beaucoup de temps. Alors l'intelligence artificielle entraînée va directement faire ce travail. Demandez à Madame Lisette faire une analyse financière. C'est que ça demande en termes d'énergie. Même quand on donne des TP de comptabilité, d'analyse financière, ce sont des tableaux et des tableaux. Mais si on entraîne, parce que le prof disait, maintenant on apprend à réfléchir avec les machines. Ça veut dire une machine entraînée peut être un appui pour un humain afin d'aboutir, afin d'optimiser le résultat. Nous avons
Maintenant, deux types d'intelligence artificielle. Je me rappelle du cours d'intelligence artificielle et systèmes experts qu'on a suivi en 2016 avec le professeur Osé Mouindo Massivi, qui était notre enseignant. Il nous distinguait des intelligences artificielles faibles et des intelligences artificielles fortes. L'IA faible exécute des tâches spécifiques, tandis que l'IA forte désigne une intelligence hypothétique capable de raisonner comme un humain. Quelle est la différence en fait? Dans toutes les conférences, je donne toujours l'exemple de l'éminent professeur Kabuyaya. Quand on parle d'un système expert, une intelligence artificielle a ce qu'on appelle une base de connaissances. Alors, pour aboutir à une base de connaissances, il y a ce qu'on appelle la base des règles. Alors, la base de connaissances pour une intelligence artificielle est constituée d'une base de faits et une base de règles. C'est ça. Donc, on a d'abord une base de faits et une base de règles. Pour dire que maman Denise, c'est ma tante paternelle. On parle de quoi pour dire que maman Denise, c'est ma tante paternelle? Quelqu'un peut me répondre, mais c'est Kananga. Pour dire que maman Denise, ici, c'est ma tante paternelle. On va partir de quoi? La lignée familiale. Ça veut dire que d'abord j'ai un père qui est grand frère de maman Denise, oui, qui est grand frère ou petit frère de maman Denise. Alors, dans la base de, j'ai parlé de la base de faits et de la base de règles. On va enregistrer Julien Kabuyaya. On enregistre le papa Kabuyaya Kamenge, paix à son âme. On enregistre ensuite Madame Denise, petite sœur de Kabuyaya Kamenge. Maintenant, la base des règles, on va dire, si Kabuyaya Kamenge est grand frère de maman Denise et que Julien est fils de Kabuyaya Kamenge, alors Denise, c'est la tante de Julien. Est-ce que vous comprenez? Alors, quand on conçoit une intelligence artificielle, nous avons conçu ça, on a expérimenté en L2. On conçoit d'abord la base de faits, ensuite la base des règles. Et les règles, la règle, c'est celle que je vais de vous dire là. Si Denise est la petite sœur de Kabuyaya Kamenge et que Kabuyaya Kamenge est le père de Julien, alors la petite sœur du père est automatiquement qui? Tante. Et automatiquement, quand vous avez déjà fourni à la machine cette information, quand vous allez seulement le demander, qui est Denise par rapport à Julien? Il va dire, Denise, c'est la tante de Julien. C'est ça qu'on appelle le système expert. Alors maintenant, quand on parle d'intelligence artificielle faible, l'intelligence artificielle faible, c'est une intelligence qui vous fournit uniquement ce que vous lui avez donné comme règle. C'est ça qu'on appelle l'intelligence artificielle faible. À la conception, ce qu'on lui a donné comme règle, elle ne peut pas aller au-delà de ça. Mais on dit qu'elle est forte si elle peut apprendre à partir des connaissances nouvelles. Et c'est là qu'on donne par exemple l'exemple dans la consultation. Docteur Kalima peut être devant un ordinateur, il est en train d'enregistrer les éléments de patients qui sont en train de venir les consulter et il peut même faire des prescriptions. Maintenant, l'intelligence artificielle forte sera à mesure de dire, quand il y avait un autre patient que docteur Kalima avait consulté, qui avait un cas similaire, il avait prescrit tel produit. Donc, il va anticiper et dire au docteur Kalima, considérant les cas de X patients qui étaient passés ici à telle date,
nous pensons que ces patients aussi peuvent avoir, par exemple, une tumeur de ceci. Là, ça devient une intelligence artificielle forte. Est-ce qu'on comprend? Alors, ça, c'est ce qu'on peut donner comme différence de l'intelligence artificielle forte et l'intelligence artificielle faible. J'évolue pour finir cette partie. Alors, actuellement, maintenant, nous avons des IA génératives. Ce sont des intelligences artificielles qui créent automatiquement du contenu. Et ce sont ces IA qui nous réunissent aujourd'hui ici. Et c'est à ce niveau-là que la technologie se retrouve aujourd'hui. Nous sommes maintenant à l'ère des IA génératives. On a maintenant des IA qui sont capables de générer du texte, de générer des images, de générer des audios à partir des instructions données par l'utilisateur. Par exemple, le CT Richard, il dit, bon, j'ai besoin de générer une musique de Joyeux Noël à ma belle-mère. Tu vas seulement donner, il y a des IA qui donnent une instruction. Il te génère la musique, Koyo et tout ça. Il y a lieu de le faire maquinande. Et puis vous balancez la musique à votre belle-mère. Maman Denise dit non, j'ai besoin de faire une surprise de Noël à mon mari. Je lui génère un contenu, une carte postale avec l'IA. Et puis j'ai dit, bon voilà, mon cher époux Mathieu, ok, je lui donne du texte et il génère une carte postale et puis vous balancez à votre mari. Ce sont des IA génératives. Alors c'est à ce niveau-là maintenant que nous avons des IA. C'est à ce niveau-là maintenant qu'on vient maintenant dans le domaine de la recherche scientifique. Vous dites, bon, mathématiques. Vous dites, ok, j'ai besoin d'avoir un cours un cours, par exemple, de recherche scientifique, des méthodes de recherche scientifique adaptées aux étudiants des sciences de l'éducation. Et lui, il vous génère un plan. Et tout ce que vous avez, ChatGPT et tout le reste là, ce sont des IA génératives. Voilà. C'était ça l'objectif de ce point, les fondamentaux de l'intelligence artificielle. Il faudra d'abord comprendre ce quoi. Parce que beaucoup de gens disent que c'est de la magie. D'ailleurs, quand vous en parlez, on commence même à avoir peur de vous dire, parce qu'on ne comprend pas si l'IA c'est quoi. C'est ça. Donc, en résumé, nous avons parlé de la définition de l'IA. On a trouvé que c'est un système capable de simuler l'intelligence humaine. Nous avons parlé de l'historique de l'IA et nous disons qu'on a commencé à parler de l'intelligence artificielle depuis les années 1950. Nous avons ensuite distingué les intelligences fortes des intelligences faibles. Et nous avons dit que les intelligences faibles se limitent aux algorithmes initiaux et ne peuvent pas aller au-delà des algorithmes, donc au-delà des instructions qu'on lui a données à l'initial, c'est-à-dire à la conception. Et que des intelligences fortes étaient capables de s'adapter à des situations nouvelles. D'ailleurs, je me rappelle, on disait en psychologie la définition d'un homme intelligent. On disait qu'une personne est intelligente. Une personne intelligente, c'est une personne capable de s'adapter à des situations nouvelles. Alors je me dis, bon, est-ce que ceux qui ont créé les IA fortes ne sont pas partis de cette définition? Si on ne sait pas s'adapter à des situations nouvelles, c'est qu'on n'est pas intelligent. Alors aujourd'hui, vous comprenez maintenant, aujourd'hui nous sommes maintenant au niveau des IA génératives, c'est-à-dire des IA qui peuvent générer du texte, des images, même des vidéos. Papa Kid m'a un jour montré une vidéo, un film vidéo qui a été généré par l'intelligence artificielle. Il crée des acteurs, donc vous lui donnez juste les récits
Et il vous crée les acteurs, il vous montre les films. Et vous n'aurez même pas l'impression que le film a été comme une pièce théâtrale. Si parmi nous il y a des compositeurs de pièces, vous pouvez composer une pièce, vous préparez les acteurs et vous soumettez ça dans une IA, il vous joue. Et il incarne les rôles de chaque acteur. Ce sont des IA génératives. Parce que là, elle aura généré une vidéo. Bon, on évolue. Alors, les principaux domaines de l'IA, c'est le deuxième point. Il y a combien de domaines de l'IA? Bon, ils sont nombreux, mais on peut les résumer. Et on ne peut pas dire que c'est tous les domaines parce que ça évolue. Déjà, il y a déjà des prédictions technologiques de l'année 2027 ici. Beaucoup de choses vont changer. Actuellement, nous nous vantons l'IA. Mais déjà, en 2027, même ce que nous voyons ici sera déjà obsolet. Parce que la technologie est dynamique. Et c'est pourquoi on doit se mettre en jour régulièrement. Nous avons le machine learning. Nous avons le traitement automatique du langage. Nous avons les visions par ordinateur et nous avons les systèmes experts. On peut résumer le domaine de l'IA en 4. Le machine learning. Le machine learning permet aux machines d'apprendre à partir des données sans être programmées explicitement. C'est ça le machine learning. Et c'est beaucoup de travaux déjà des étudiants de l'IAC. J'ai vu par exemple une étudiante qui est maintenant enseignante, j'étais son encadreur, dirigée par le prof héritier, docteur en intelligence artificielle, qui avait conçu un système capable de prédire les histoires des maladies cardiaques. J'ai même oublié le titre. Donc, ça s'entraîne à partir des données. Elle va seulement voir les données, et à partir des données, elle peut arriver à tirer des conclusions, sans qu'il y ait quelqu'un d'autre qui les entraîne. Donc, on a fini à concevoir, et puis l'IA évolue d'elle-même. C'est là qu'il y avait maintenant des gens qui ont peur, ils considèrent qu'il y a un danger, ils se disent, maintenant, les IA, l'être humain, donc les IA risqueront de nous remplacer. Je pense qu'ils partent de ce principe ici. Parce que si l'IA s'entraîne à partir des données d'elle-même, ça veut dire qu'à un moment, elle peut être incontrôlable. Et c'est ça que certains constituent comme danger. Ils disent, si ça s'entraîne de soi-même, ça veut dire que ça peut nous détecter, ça peut commencer à nous analyser. Et je me rappelle de la question de Maman Denise à la leçon inaugurale ici. Elle disait, comment l'IA peut m'assister comme psychologue? Et regardez, il y a des IA qui s'entraînent à partir des données. Ça veut dire, vous pouvez soumettre, je me rappelle du prototype de la thèse de Dr Massy, c'est sur YouTube, on peut soumettre avec des capteurs un patient, on l'observe à partir des capteurs. Et on sera en train de voir son comportement à partir d'aujourd'hui, demain, après-demain, et ça vous donne des conclusions déjà à tirer. À partir des données, à partir de sa mine, à partir des mouvements, à partir, voilà. Nous avons ensuite le traitement automatique du langage. Le traitement automatique du langage permet aux machines de comprendre et de produire le langage humain. Là, il faudra des illustrations. Je crois, au fur et à mesure que nous allons faire la pratique, nous allons voir certaines illustrations dans ce sens-là. Nous avons la vision par ordinateur. La vision par ordinateur permet aux machines d'analyser et d'interpréter des images et des vidéos. Bon, je vois aussi, il y a quelqu'un qui avait présenté un prototype. Déjà un étudiant de l'IEC qui a présenté un prototype sur ceux qui entreprennent dans l'élevage de poulets de chair. Ces poules mangent régulièrement. Et quand on doit veiller sur ces poules, on doit veiller sur la quantité d'eau et la quantité de quoi? La quantité d'eau et de la nourriture. Maintenant,
elle a monté des kits qui pouvaient être qui allait chaque fois alerter, vous alerter à partir du téléphone quand vous êtes dans votre chambre, et ça résonnait à partir du poids. Ça s'est dit, bon, Ninati Aïvi, quand le poids va arriver à autant, directement ça sonne sur mon téléphone que, Maïme Punguka, il faut venir ajouter l'eau pour le poule. Et ça te donne le message automatiquement. Quand le poids de la nourriture baisse, le poids a diminué, il faut que j'aille. Alors, elle avait déjà fait des estimations, elle dit, bon, par rapport à autant de poules, il faut une nourriture d'autant de quantité. Et lorsque ça baisse, il faudra que ça m'alerte sur le téléphone pour que j'aille ajouter. C'était intéressant. Malheureusement, notre pays, on ne nous encourage pas. Les gens ont des initiatives, mais le moyen. Ça, c'est un travail. Alors, ici aussi, pour l'analyse, dans des hôpitaux, par exemple, il y a des patients qui peuvent avoir besoin d'un médecin, ou par exemple, les sérums. Avec des capteurs, déjà une intelligence artificielle peut déjà alerter l'infirmier pour dire, tel patient, il faut ajouter, ou tel patient, il faut ceci. Ça se fait à partir justement de la vision par ordinateur. J'ai évalué aussi un autre travail d'un étudiant à l'IEC qui comptait, il a fait une intelligence artificielle qui était à mesure de compter les sticks de bois dans un véhicule, les briques dans une benne, à partir des images. Ceux qui chargent les briques, ils savent le principe, même un four de briques. Pour qu'on arrive à monter la pyramide, là, il y a des principes. Alors, elle est partie de ces principes pour dire, est-ce qu'on peut arriver à compter automatiquement les bois qui sont dans une benne, automatiquement les briques qui sont dans un véhicule. Voilà. Elle le fait avec quoi? Avec justement le principe de la vision. Et là, le capteur, c'est une caméra. Nous avons aussi les systèmes experts. Et là, est un programme informatique qui utilise une base de connaissances, je venais de parler de ça, base de connaissances et des règles logiques pour simuler le raisonnement d'un expert humain dans un domaine. Un des exemples de systèmes experts, au Japon, nous avions eu un pasteur japonais qui bénit le mariage. Et il connaît comment organiser les homélies de mariage. Mais bon, vous voyez que là où les gens arrivent quand même à déborder. Alors, pasteur, une intelligence artificielle, est-ce que ce sera vraiment un mariage? Nous avons un professeur chinois qui avait voyagé et pour démontrer les systèmes experts, il a fabriqué un prototype exact. Nous prenons le prof Kabouya, nous fabriquons un prototype avec ses lunettes. Quand il va venir avec sa démarche et tout, vous dites que c'est le prof. Et puis il a voyagé. Et il est parti après une année. Et ce prototype d'intelligence artificielle est resté en train de donner tous ses cours, toute sa charge horaire. Et puis, il est revenu après une année pour dire aux étudiants, ce n'était pas moi. C'était une intelligence artificielle qui était en train d'enseigner mes cours. C'était une belle démonstration. Et l'intelligence artificielle a fini toutes ses charges horaires. Ces genres d'intelligence artificielle, on les appelle des systèmes experts. Donc nous prenons la connaissance d'un expert, nous dotons cela à une intelligence artificielle. C'est dans ce sens-là que vous apprenez qu'il y a des robots qui peuvent faire la chirurgie. Et il y a des prédictions. Est-ce que vous savez, c'est lui qui a créé ChatGPT. Il vient de créer une piste. Une piste. Papa, vous avez fait quel domaine? Épidémiologie. Donc quand j'ai donné l'exemple d'épidémiologie, j'étais devant l'expert en épidémiologie. Alors, actuellement, on a créé une piste et ça va bientôt arriver. Dit-on qu'on peut vous l'injecter. Après, ça va... Il y a un domaine qu'on appelle la neuroscience. La piste sera connectée à des intelligences artificielles. Et puis vous, qui n'avez jamais étudié la médecine, on dit, Umugonjo, il a prostate, vous l'opérez.
directement, le pauvre Macomer a le bras blouse, il entre dans la salle d'op, il commence à opérer comme un chirurgien chevronné. Parce qu'il a une piste qui lui connecte à des serveurs et qui lui donne les connaissances. Mais il est en train d'opérer et on dit, bon voilà, l'intervention vient de réussir avec succès. Le chirurgien, c'est qui? C'est prof Macomer. Alors qu'il n'a jamais étudié la médecine. Voilà là où les histoires veulent maintenant aller. Donc, au-delà des systèmes experts, dit-on que si vous acceptez qu'on vous injecte cette piste, il y a maintenant beaucoup d'histoires. Ça, ce n'est encore rien. Déjà en 2027, nous allons voir beaucoup de choses. Il y a des domaines, l'intelligence artificielle et la physique quantique. C'est des domaines évoluent très rapidement. Et déjà dans 10 ans à venir, nous allons nous rappeler qu'on s'était réunis au FAB pour apprendre l'IA. Alors qu'il y aura déjà autre chose de plus grand que ça. Bon, voilà en résumé quelques domaines de l'intelligence artificielle. Nous avons parlé de machine learning, nous avons parlé des traitements automatiques du langage, nous avons parlé de la vision par ordinateur et enfin des systèmes experts. Alors, quelques enjeux de l'intelligence artificielle en milieu académique. Nous avons l'amélioration de l'apprentissage. Là, nous revenons maintenant à ce qui nous concerne, parce que c'est ce qui nous réunit ici. Nous, les scientifiques, chercheurs, enseignants et étudiants. L'amélioration de l'apprentissage. Quelques enjeux de l'intelligence artificielle en milieu académique. Nous avons le soutien à la recherche scientifique, les gains de temps et efficacité. Nous avons ensuite la transformation de pratiques pédagogiques. C'est bien détaillé dans le module qu'on va vous remettre. Ici, je donne juste des synthèses parce que c'est une formation de 3 heures. Et à 3 heures pour ce module, vous devez comprendre les fondamentaux de l'intelligence artificielle et vous devez sortir déjà d'ici en l'utilisant correctement. C'est parmi les objectifs d'une formation. Les gens doivent sortir de la formation en utilisant avec un produit fini. Et nous espérons que par la grâce de Dieu, nous allons y parvenir aujourd'hui. Nous avons d'abord l'amélioration de l'apprentissage. Désigne l'utilisation des techniques intelligence pour optimiser la vitesse, la qualité et l'efficacité de l'acquisition des connaissances par des systèmes humains. Quand j'étais en train de chercher une illustration, récemment j'ai ouvert Facebook, je suis tombé sur un monsieur qui disait remplacer les réseaux sociaux par l'apprentissage des compétences par l'intelligence artificielle. Et puis, il disait que dans 3 mois, vous allez vous étonner de vous-même. Qu'est-ce que lui, il a fait? Lui, il a remplacé le temps qu'il passe sur Facebook, sur WhatsApp et sur TikTok par des intelligences artificielles. Apparemment, il a même supprimé ces outils et il a installé des intelligences artificielles de divers domaines. Et il a commencé à se perfectionner. Il a pris un programme d'apprentissage. Après 3 mois, il s'est étonné de ce qu'il commençait à faire comme résultat. Parce qu'ici, chez nous, les gens passent beaucoup de temps dans les réseaux sociaux. Ça veut dire que si nous avons un enfant et que nous avons il existe des IA adaptés à l'éducation des enfants. Si vous voulez que votre enfant puisse être, par exemple, multicompétence, vous pouvez commencer l'amener à apprendre même des choses qu'il n'a jamais étudiées à l'école. J'ai vu, par exemple, des enfants qui se sont appris les patins, les chaussures avec les pneus. Il y a des enfants qui se sont appris dans des rues de Bruxelles. Ils disent comment on paie, voilà. Des enfants qui s'apprennent l'informatique. Des enfants qui s'apprennent à jouer à la guitare. Ça veut dire là, c'est déjà l'amélioration de l'apprentissage. Et donc, il y a des intelligences artificielles
qui sont adaptés à l'apprentissage dans certains domaines. Et ça vous permet d'apprendre tout ce que vous voulez, quand vous voulez. Et c'était l'inquiétude du CTMENI qui vient d'arriver ici à la leçon inaugurale, qui disait, il dit, mais moi, je m'étonne. Moi, je pensais que quand on va amener l'intelligence artificielle, nous, les enseignants, nous ne serons plus adaptés au niveau des étudiants. Mais il trouve que c'est plutôt le contraire. Les étudiants n'en tirent pas profit. Or, les étudiants, et c'est là que encore cette phrase est revenue à la conférence à l'IAC, le docteur Camille qui disait, c'est l'être humain intelligent qui sera à mesure de tirer profit de l'intelligence artificielle. Un moins intelligent restera toujours moins intelligent, même après l'avènement de l'intelligence artificielle. Et c'est encore là maintenant notre responsabilité comme enseignants, parce que nous devons maintenant maîtriser pour amener le faible à devenir intelligent grâce au bon usage de l'intelligence artificielle. Soutien à la recherche scientifique. Là, c'est dans le cadre de l'IA, dans le cadre de l'intelligence artificielle, le soutien à la recherche scientifique désigne l'utilisation d'outils et d'algorithmes intelligents pour assister dans la collecte. Il y a un spécialiste ici. Il y a aussi le CT Umbo. Il va nous parler, il a défendu récemment son mémoire à l'école des arts à l'université de Goma. Il va nous parler au moment de son expérience. Comment l'IA l'a aidé dans la collecte des données. Il y a le CT Richard qui utilise régulièrement ces outils. Il pourra nous parler les données dans la recherche quantitative et dans la recherche qualitative. Il y a lieu de se servir de l'IA comme soutien. Je regarde par exemple pour la recherche qualitative. Je regarde par exemple le CT Umbo quand il a fait son questionnaire d'enquête. Il n'avait pas besoin de beaucoup de choses. Il venait rencontrer chaque enquêté. Moi, il m'a rencontré à mon bureau, il m'a interviewé. Et puis, il m'a enregistré. Après, il est parti rencontrer tous les enquêtés. Maintenant, tous ces enregistrements-là, il les prend. Je vais cacher les logiciels. Lui-même, il va nous parler de ces logiciels. Il va les soumettre à un outil. Et cet outil-là, ce sont des données qualitatives, n'est-ce pas? Cet outil va résumer ce que Julien a dit, ce que tel a dit, papa. Il est Massaou, Tienya, il récolté, Zinamulete Azo. Et puis à la fin, il y a un petit traitement qu'il pourra faire toujours avec les outils. Et ça lui donne des conclusions en termes de pourcentage. Parce que quand on fait la recherche qualitative, il y a le dépouillement. C'est que celui-ci a dit, maintenant, l'IME doit s'asseoir en Andjangali. Mais maintenant, avec cet outil, ok, tel a dit ceci. Donc, l'expert Umbo est descendu sur le terrain. Il a seulement posé des questions. Après, il prend, il est maudit en azoukement, tout le monde. Après, vous avez enquêté autant de personnes. Voici les tendances. Autant on dit ceci, autant on dit ceci. Et déjà, ça peut lui amener maintenant à l'interprétation des résultats qui pourront conduire à la conclusion. Et s'il a eu des hypothèses, ça pourra maintenant lui permettre de mesurer ces hypothèses. Vous voyez un peu à quel niveau nous sommes. Alors que toi, tu devais encore retranscrire, compiler. Pourtant, on gagne tout, on a enregistré. On a enregistré, et à la fin, on a... Et vous avez les données. L'expert est là, il va nous en dire plus. Les étudiants aussi peuvent en tirer profit. Nous avons aussi gain de temps et d'efficacité. Dans le cadre de l'IA, toujours, le gain de temps et d'efficacité désigne l'utilisation de systèmes intelligents pour automatiser des tâches, réduire les efforts humains et accomplir des travaux plus rapidement avec précision. Il y a des gens, on les appelle quoi? C'est les courants conservateurs. Il y a des comptables dans des entreprises qui veulent continuer à tenir la comptabilité dans des cahiers ministres. Alors qu'il y a déjà des outils. Donc lui, ça lui fait plaisir à tracer encore des lignes
à taper là. Hein, il est nostalgique. Il tape encore hein, les leçons là de la machine calculette. Il y a des gens qui sont nostalgiques à ça. Et ils condamnent même les jeunes. Ils disent vous êtes faible. Mais oui, c'est bien. Mais avec un salaire de combien? On te paye d'abord combien la fin du mois? Vous allez voir des travailleurs fidèles, des gens, après leur mort, qu'on devait couronner, parce qu'ils ont rendu de loyaux services. Mais on l'a exploité, on l'a sucé, il a fourni ses efforts. Peut-être que s'il commençait à utiliser l'intelligence artificielle avant, le travail qu'il ferait pendant 2 mois, il va le finir à 2 jours, qui est gagnant. Alors vous allez accepter de passer une nuit blanche parce que vous voulez, vous voulez vraiment montrer que non, si nous on a étudié dans de bonnes écoles, vous, les gens des ici, vous d'ailleurs, alors vous allez vous tuer à nuit blanche alors qu'il y a un outil qui pouvait vous aider à finir à 2 jours. Ce n'est pas logique quand même. Encore à considérer que plus l'âge avance, plus on se fatigue. On est exposé à des AVC, à des quoi. Maintenant, toi, tu vas passer 3 nuits blanches. Et vous êtes fiers. Maintenant, pourquoi ne pas utiliser un outil? Parce que si vous avez un outil, vous serez plus performant. C'est comme quelqu'un qui est en train de raser la coupe-coupe à la main, qui se moque de notre qui a une tondeuse. Mais le problème, il faut seulement comparer celui qui est en train de tondre la pelouse avec la tondeuse. Il gagne à temps. Et là, quand vous voyez là où il a tondu, vous constatez que c'est joli. Mais notre la coupe, il va transpirer. Et puis il va finir, vous allez voir, il y aura des endroits. Un peu quand on nous coiffait, quand on était des enfants, on nous coiffait avec les ciseaux. Il y avait des endroits où les cheveux restaient comme ça. Ça veut dire qu'il a d'abord pris beaucoup de temps, il a pris beaucoup d'énergie pour aboutir à un travail mal fait. Vous comprenez que souvent quand on accuse les gens de faiblesse, on est vraiment subjectif. Voyons ce que cela nous apporte comme bénéfice. Il y a ensuite la transformation de pratiques pédagogiques. Elle consiste à intégrer des outils d'intelligence artificielle pour rendre l'enseignement et l'apprentissage plus interactifs et personnalisés. Nous tous ici, tunafundisha comme université. Mais si vous demandez ceux qui ont fait la pédagogie, ils sont moins nombreux. Il y a des enseignants qui viennent vous enseigner. Le premier jour, vous êtes au premier chapitre. Déjà, ils vous disent, bon, ok, allons à la page 65. Donc, vous feuilletez d'abord, vous allez là-bas. Après, on dit, bon, ok, on retourne à la page 15. Vous allez comme ça. Après, et c'est là qu'on a parlé de la didactique des disciplines. À principe, pour chaque discipline, il y a une didactique. Demandez aux amis qui sont à l'ISP. On accuse les étudiants des fois, on dit qu'ils ne sont pas intelligents. Mais comment nous enseignons d'abord ces étudiants? On dit non, on insulte les étudiants. Mais comment nous enseignons? Parce que et c'est pourquoi il y a le séminaire de pédagogie universitaire pour ceux qui sont déjà au grade de chef de travaux, nos aînés professeurs. Ils savent qu'on ne peut pas vous nommer si vous n'avez pas ce certificat. C'est justement pour vous donner comment on doit enseigner. Il y a même quand on nous apprenait à l'école primaire, on nous apprenait d'abord le voyelle, ensuite les syllabes, ensuite le mot pour dire P, et puis on va dire pa, et puis on va dire papa va au marché. Donc l'apprentissage suit un cycle. Et quand on ne suit pas la didactique, on peut aboutir à un échec, même si on connaît. Et ça tombe souvent pour des enseignants qui sont génies. Les génies pensent que tout le monde sont génies comme eux. Alors ils peuvent banaliser. Ils disent comment vous tenez ça Chine. Alors que
lui n'a pas suivi la méthodologie qu'il fallait suivre pour que quelqu'un comprenne cette connaissance. Mais déjà, l'intelligence artificielle, quand vous allez lui demander, j'ai besoin d'un cours de psychologie tel, adapté aux étudiants de tel niveau. Il va même vous proposer des TP adaptés au contenu. Il va même vous donner une fiche de cours. Combien d'enseignants ont une fiche de préparation quand ils commencent les cours? Combien parmi nous, ils ont des fiches qui disent, normalement, quand nous préparons un cours, on doit savoir telle leçon, tel point va durer autant de minutes. Après autant de minutes, il y aura ceci. Déjà, nos autorités académiques nous soumettent à l'exercice de remplir la fiche de contenu. Il faut demander combien remplissent correctement cette fiche de contenu. Et si on a du mal à remplir la fiche de contenu, est-ce que nous sommes en train maintenant de bien former nos enfants? Mais maintenant, si l'intelligence artificielle peut nous aider à aboutir à cet objectif pédagogique et à avoir des supports interactifs, parce que tout le monde n'a pas fait la pédagogie. C'est pourquoi ici on parle de la transformation des pratiques pédagogiques. Il faut quand même ajouter là le fait que, vous voyez, ici on est en train de nous filmer. Ça suppose qu'après, on va vous donner ces fichiers, vous allez encore suivre cette conférence à la télévision si vous n'avez pas compris certains points. Ça, c'est déjà l'intégration de la vidéo comme un TIC dans la pratique pédagogique. Alors maintenant, ici, quand nous retournons à l'école maternelle, il y a lieu de monter, de générer avec l'intelligence artificielle des dessins animés adaptés au cours de botanique. C'est le cours que nous sommes en train d'étudier avec nos étudiants ici au FAB. C'est le cours intitulé Informatique 3, logiciel de présentation. On les apprend comment maintenant on peut enseigner à différents niveaux avec des outils de présentation. Vous voyez le film Kirikou? Est-ce que vous avez déjà vu un enfant qui n'a pas aimé Kirikou? Le film Kirikou, il y a un enfant qui n'a jamais aimé ce film. Même ceux qui ne sont jamais entrés à l'école, ils comprennent quelque chose. Maintenant, il y a des IA qui peuvent maintenant vous générer des contenus adaptés à ces enfants. Comme ça, quand vous dites la tête, les épaules, les genoux, les pieds. À un moment, les enseignants de l'école primaire, je me rappelle d'un monsieur, la CT Lisette, elle était à 5e année, je crois que nous, on devait être à 3e année. On nous avait amené un comédien de Kinshasa qui s'appelait Polilo à l'Institut Monseigneur Catholique. C'était un monsieur très élancé. Il est entré dans la salle, un papa élancé, et il a dansé devant les enfants. Et on a dit, Antikida, Antikida. Et tous les enfants, vous voyez un papa Barbie élancé, il fait ça. Hein? Et on est content. Ça veut dire, aujourd'hui, je commence à comprendre pourquoi, déjà à cette époque, les autorités scolaires nous avaient amené ces comédiens. C'était pour des réseaux d'intuition, pour rendre l'apprentissage attractif, qu'on se sente à l'aise. À l'Institut Monseigneur Catholique, on nous appelait le petit champion à cette époque. Bon, mais maintenant, aujourd'hui, avec la technologie, on n'a plus besoin de recourir à tous ces... Il suffit seulement de monter votre cours de l'école maternelle, vous montez votre propre dessin animé qui va apprendre aux enfants la botanique. Et puis les enfants, il faut chaque fois suivre. D'ailleurs, c'est même le TP que j'ai donné aux étudiants. J'ai dit, bon, quand on va finir le TP, il y aura quelqu'un qui va monter une chaîne TikTok adaptée botanique, une chaîne TikTok adaptée géographie, une chaîne TikTok adaptée phraséologie, une chaîne TikTok adaptée conjugaison. Quand on dit nous îmes, vous ure, ces histoires-là, les assimiler. Hein? Mais si vous mettez ça sur TikTok, avec des trucs, chaîne TikTok conjugaison, au mode indicatif, subjonctif,
avec des images de dessins animés. Mais là, c'est ce qu'on appelle la transformation de pratiques pédagogiques. Et c'est ce qu'on nous a dit là en bas, enseigner autrement, grâce à la technologie. OK. Alors, IA et la rédaction académique, l'intelligence artificielle transforme la rédaction académique en offrant des outils pour organiser des idées, améliorer la clarté et vérifier la qualité des textes. Elle facilite le travail des chercheurs et étudiants tout en posant des enjeux éthiques liés au plagiat et à la responsabilité de l'auteur. Alors, c'est ce qu'il faut dire en introduction. Maintenant, IA et la rédaction académique, nous avons quoi? Les notes de cours. Ce n'est plus compliqué. Vous savez quand même, moi j'ai toujours regretté d'une chose. On a déjà retiré les droits d'auteur. Ça, c'est un problème. Moi, je me suis rappelé d'un enseignant qui était arrivé, il s'appelle... Bon, non, je ne peux pas dire son nom. Il était entré dans l'auditoire, il a compté le nombre de gens. Il dit, vous êtes combien? Il dit, ah. Et puis il a appelé au téléphone, il dit, Moulette Ben est ma brique, là au chantier. Parce que quand il venait de calculer le nombre de gens qui sont là, il dit, non, ici, avec le droit d'auteur, ça équivaut déjà à 3 bennes de briques. Donc, c'était le premier jour du cours, il a déjà compté. Et il a déjà donné... D'ailleurs, il venait avec les cours déjà imprimés, très bien, soigneusement imprimés, et puis il nous a compté. Il dit, Moulette Ben est ma brique. Et puis il dit, demain, il y a interrogation. Chacun doit payer les droits d'auteur. Bon, bien évidemment, c'est une exagération. Et au niveau de Kinshasa, c'était encore pire. C'est pourquoi même le ministre Mwindo Nzangi, qui nous a amenés dans cette vague de LMD, a supprimé les droits d'auteur. Parce que là, les conditions de vie s'étaient devenues invivables avec la misère que nous vivons au pays. Vous allez voir, les enseignants gagnaient beaucoup en droits d'auteur que même les honoraires qu'on devrait les payer. Alors c'est dans ce sens de réglementer qu'on avait dit halte aux droits d'auteur. Mais est-ce que c'était vraiment directement une bonne mesure? Parce que moi j'ai des syllabus que je garde encore aujourd'hui, des syllabus où l'enseignant vraiment a... Vous trouvez que l'enseignant a travaillé. Mais pour quelqu'un qui a travaillé dur, il lui faut quand même un droit d'auteur. Mais maintenant, dès lors qu'on a supprimé les droits d'auteur, ça veut dire qu'il y a maintenant la légèreté dans la rédaction de notes de cours. Il y a même d'autres qui disent, moi je ne donne pas. Parce que, pourquoi je vais payer mes mégas? Je me rappelle de quelque part où, avant de payer un enseignant, on a exigé qu'il dépose d'abord le fichier du cours. Et il lui a dit, mais vous ne me donnez pas les frais de... Est-ce que vous m'avez donné les frais de recherche? Et c'est lui qui l'exigeait, c'est tout. Et on lui a laissé récupérer son argent. Maintenant ici, l'IA vient résoudre ce problème. Les notes de cours. Et ici, je voulais vous donner une très bonne nouvelle. D'ailleurs, j'ai compté vous proposer que dans nos universités, on peut mettre des cellules dans nos champs de recherche où nous imposons chaque enseignant, parce que chaque enseignant est censé publier. Nous mettons une forme unique pour toutes les notes de cours. Nous savons que cette cellule numérique, avant que vous ne commenciez les cours, votre note doit être travaillée. Et puis on travaille avec beaucoup de rigueur. Et alors on produit, j'ai oublié les trucs, on produit des petits livres qu'on publie dans nos revues ou dans d'autres revues. Comme ça, là, on retourne avec nos droits d'auteur. Parce qu'il n'est pas défendu de vendre un livre. Ça se pose que si nous amenons tous les enseignants à publier leurs cours, quand le cours va commencer, on va dire ISTEM. Vous avez par exemple le cours de massothérapie. Directement, chaque étudiant arrive, on lui donne le livre de massothérapie. C'est un livre publié. Ok, vous avez le cours de techniques d'animation pour ceux qui sont des TEDR. Quand ils arrivent, on donne à chacun son livre. Et l'enseignant va se retrouver. Parce que c'est un livre qui est déjà publié et ça devient un outil de travail. Maintenant, tellement que ça sera beaucoup de cours, l'IA déjà va nous aider grâce à la cellule numérique. Déjà, l'enseignant qui va concevoir ses cours, il va utiliser l'IA, ça sera bien. Maintenant, pour les autres modules, là, les anti-plagiats et les autres, maintenant, la cellule numérique va travailler sur ces aspects.
Comme ça, nous savons qu'à l'ouverture de l'année académique, il y a déjà un lot de livres pour chaque cours. Et puis, il y a un prix. Et déjà, l'étudiant va venir au cours sachant que si je n'ai pas tel livre, je n'ai pas accès. Et là, c'est logique. C'est très logique. Nous avons les travaux et pratiques et rapports. Ce sont les étudiants qui ont du mal Nous avons des problèmes maintenant, déjà dans la rédaction des travaux pratiques, dans des exposés, même des défenses. Des fois, on est ridicule. Bon, on s'est dit, c'est dû à quoi? Pourquoi nous avons toujours des recherches? On ne sait pas citer les sources. Donc, on sait que les étudiants sont limités. Et des fois, on a pitié des étudiants. Vous voyez, ils vous amènent quelque chose, vous barrez, va reprendre. Ils vous ramènent encore, vous barrez. Mais comment vous demandez à quelqu'un d'aller reprendre 50, 100 fois? Il finit par pleurer. Mais j'ai aimé, par exemple, le père Claude Vindou. Il y a une technique que j'ai piquée de lui. Lui, qu'est-ce qu'il faisait quand il encadre les étudiants? Il lui dit, bon, va amener tel élément, tel élément, tel élément, tel élément. Tel élément, tu vas trouver dans tel livre. Tel autre élément, tu vas trouver dans tel livre. Et puis, OK. Il dit, va au terrain, pose telle question, telle question, telle question, telle question, telle question. OK. L'étudiant, lui, va seulement au terrain, il amène. Alors, va arriver un moment maintenant vers la défense. Le père Claude s'assoit avec l'étudiant. Il dit, des fois, il le fait en swahili. Il dit, maintenant, on apprend à l'étudiant à organiser les données que lui-même a amenées. Et puis, il fournit un travail de qualité. Lui-même, ce sont les données que j'ai amenées. Mais souvent, nous barrons seulement. Et nous ne les amenons pas vers la qualité. Pourtant, c'est notre devoir. Quand il a amené ce truc, il a amené ces 3 pages. Il y en a eu à qui il a déjà travaillé. Maintenant, toi, tu fais stylo rouge. Comme ça. Ça décourage, ce n'est pas pédagogique. Mais maintenant, avec l'intelligence artificielle, si on les apprend à bien utiliser et si on les encadre, ça va nous permettre aussi d'être à l'aise à corriger les textes. Et ça va amener ces étudiants-là aussi à la performance. Nous avons aussi les mémoires et thèses. Là, je me réserve. Les profs et les doctorats pourront en parler parce que j'ai peu d'expérience à ces histoires. Je n'ai jamais rédigé une thèse. Mais eux, ils savent. Lui, il est en train de rédiger sa thèse. Le doyen Humbo, lui, il a fait un mémoire de spécialisation déjà. Les profs Kaloumen doivent déjà défendre la thèse. Et ils sont en train de défendre leur thèse à l'ère de l'intelligence artificielle. Ça veut dire qu'ils auront beaucoup à nous dire. Lui qui est en train de rédiger sa thèse, qui sera défendue d'ici quelques matins, les profs qui a déjà défendu, encore docteur en informatique, il va nous dire, là, je ne veux pas faire de commentaires. Même ici, les articles scientifiques, ce sont toujours eux. Ils ont beaucoup de publications, ils vont nous dire comment on peut faire maintenant pour rédiger facilement un article scientifique en se servant de l'intelligence artificielle. Alors, ChatGPT, tout le monde en parle, non? N'est-ce pas? ChatGPT, il est utilisé pourquoi? C'est pourquoi maintenant on vous a demandé de venir avec vos téléphones parce que bientôt nous les utilisons. ChatGPT peut nous aider à générer des plans du cours. Et vous allez comprendre que ça, c'est un problème pour les enseignants. Si on n'a pas les plans, un cours qui n'a pas de plan souvent bâcle. Et surtout, dans les contextes où dans les LM2, beaucoup de cours sont nouveaux. Et les cours se ressemblent. Des fois, nous ne savons pas comment enseigner. On dit, bon, il cours, il n'a pas na ile ingine. Bon, tena na ou, il a cours ingine, il n'a pas na. Alors finalement, qu'est-ce que moi je vais dire? Qu'est-ce que celui-ci va dire? Et souvent, quand on a pour plante, on vient amuser les étudiants. On vient parler, on vient raconter des histoires. Ou on vient réenseigner la même chose. Pourtant, l'intelligence artificielle peut nous aider à générer les plans et à nous démarquer.
même si les cours se ressemblent. Si nous, on n'arrive pas à faire la démarcation entre telle matière et telle matière, mais l'IA peut nous aider à y parvenir. C'est ça maintenant que nous voulons utiliser bientôt. Reformulation académique. Des fois, il y a des titres. Tu peux avoir ton hypothèse, on te dit reformule. Et toi, tu vas dire à l'intelligence artificielle, tu dis, bonjour mon cher, mon directeur a refusé mon hypothèse, aide-moi à les reformuler. Il dit, voilà, je te propose plus d'hypothèses. Alors, il te dit, voici telle formulation, telle formulation, telle formulation. Et toi, tu choisis, parmi les formulations, l'hypothèse qui correspond au mieux à la logique de ton travail. Nous avons la clarification des concepts. Avec ChatGPT, ça nous aide. Ça nous aide à la structuration aussi des idées. Des fois, vous pouvez, il y a chaque fois un problème de prérequis dans beaucoup de cours. On a d'accord, il a enseigné une matière, donc un chapitre qui devait précéder un autre. Alors tu vois quelqu'un inverse. Et après, il constate que, quand vous avez dit, mais pourtant, s'il commençait par ce chapitre, on aurait mieux compris le chapitre qui suit. Déjà, on peut se servir de l'intelligence artificielle pour nous aider à structurer nos contenus. Maintenant, il y a beaucoup d'outils d'intelligence artificielle. À part ChatGPT, il y a d'autres. J'ai cité certains. Nos formateurs de demain, après-demain, vont aussi nous présenter d'autres. Nous avons Grammarly, Quillbot, je ne sais pas, Space, Zotero et tout ça. Et puis même, j'ai mis une capture, il y a aussi beaucoup d'autres outils. Et c'est ça qu'on devrait maintenant développer actuellement en informatique. Au lieu encore d'aller perdre, je me rappelle, c'était Umbo ici qui a mis sur son statut. Il a dit RIP. Il y avait des tombes sur son statut. Ça m'a beaucoup intéressé. Il dit RIP Word, RIP Excel, RIP PowerPoint. Dans 2 ans, on va enterrer ces outils tout à Word, Excel et PowerPoint. Nous allons chanter le requiem pour ces outils. Parce que ces outils sont en train de disparaître. On ne les utilisera plus. Avec l'évolution. Et c'est pourquoi moi je considère actuellement, en m'inspirant de ce que j'ai vu sur son statut, je considère comme de l'arnaque. Quand quelqu'un part encore dans un centre aujourd'hui, il dit je vais apprendre Word. Dans un centre, et tu payes ton argent. Ça commence à ressembler à de l'arnaque. Oui, parce que ce sont des histoires qui sont en train d'être enterrées. Alors, il y a beaucoup d'outils, vous allez les exploiter. Maintenant, nous sommes en train de chuter vers la pratique. L'autre point, c'est ce qu'on appelle le prompt. Et c'est ça. En fait, utiliser l'intelligence artificielle. La pratique n'est pas compliquée. Ça sera quelques jeux, tout le monde va le réussir. Mais la base pour la pratique, c'est ça. Le prompt, c'est la clé efficace de l'efficacité. Et disons, c'est la clé de l'efficacité dans l'usage de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'on appelle les prompts? Les prompts, c'est une instruction ou une question à donner à une intelligence artificielle pour générer une réponse ou exécuter une tâche spécifique. C'est ça. Et c'est ce que nous sommes venus apprendre ici. Nous allons juste venir, on ouvre nos intelligences artificielles et puis nous apprenons à rédiger nos prompts. Et à la fin, on a parlé des IA génératives, qu'ils nous ramènent ce que nous cherchons. Et puis qu'elles nous ramènent ce que nous cherchons, nous exploitons. Et puis nous voyons à quel niveau nous allons enrichir ce qu'ils nous ramènent. Mais maintenant, pour que vous puissiez arriver au bon résultat, il faut savoir élaborer vos prompts, savoir poser des questions. Je me rappelle, est-ce que c'est le père Ramacle qui le disait? Ils nous disent dans des récollections, ils disent il y a des gens qui ne savent pas aussi demander à Dieu. Hein?
Dans des églises, vous voyez que Ametendama, Jabou, vous dansez. Et puis à la fin, vous venez dire, voilà, j'ai besoin d'une voiture, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de ceci. Ou vous voulez, ou vous dites à Dieu, par exemple, Babangu anagonjwa, Mungu napenda kesho, agompolewe. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit s'adresser à Dieu? Donc tu t'adresses à Dieu et tu lui dis déjà, hein? Non. Ça veut dire quand vous demandez mal, vous ne recevez pas. Mais alors, quand vous demandez, comment vous demandez? C'est aussi ça. Et c'est la même chose ici avec le prompt. Il y a des gens qui disent, ah, l'intelligence artificielle m'a amené des résultats erronés, ainsi de suite. Maintenant, allez lui demander, allez voir les prompts qu'il a demandé. J'ai vu Dr Kalima, il y a un exposé, on va vous donner les liens. Nous vulgarisons l'intelligence artificielle en même temps par des conférences vidéo. Alors, Dr Kalimaka, il a exposé sur l'intelligence artificielle dans le secteur sanitaire. Il dit, vous allez voir, quelqu'un va écrire céphalée. Il dit, mais ça va vous donner un très grand algorithme. Il y a céphalée d'origine psychologique. Il y a céphalée d'origine timorale. Il y a céphalée de ceci. Alors, quand il va vous amener comme ça, alors vous allez embrouiller votre patient par des questions. Mais plutôt, il faut arriver maintenant à bien orienter le prompt. Parce que quand vous dites céphalée, il y a beaucoup de céphalées. Tu demandes à l'intelligence artificielle tumeur. Mais il y a beaucoup de tumeurs. Tumeur de prostate, tumeur de ceci, tumeur de ceci. Alors, toi qui as demandé tumeur, tu vas avoir quel résultat? Tu n'auras pas de résultat. Et c'est là qu'il faut bien, il faut donc, pour utiliser l'intelligence artificielle, il faut savoir d'abord comment formuler ces instructions ou des questions à donner à une intelligence artificielle pour générer des réponses ou exécuter des tâches spécifiques. C'est ce qu'on appelle le prompt. Et vous allez voir, moi je m'étonne quand les gens pensent que la pratique est difficile. Vous allez voir tous les IA que vous allez rencontrer, ils ont cette interface. Ça va? Ça veut dire qu'apprendre à utiliser l'intelligence artificielle, ce n'est pas compliqué. Il y a juste un endroit pour mettre la question. C'est tout. Ça veut dire ce qu'il faut apprendre aux gens. C'est les apprendre comment faire des prompts. Mais utiliser l'intelligence artificielle, ce n'est pas compliqué, c'est juste mettre sa question là-bas. Et en considérant que chaque IA a sa spécialité. Alors, il va t'amener les résultats sur base de la façon dont vous avez rédigé votre prompt. Alors, il y a aussi l'importance de la précision. Réside dans le fait que des instructions claires et exactes permettent à l'intelligence artificielle de produire des réponses fiables et pertinentes. Si vos instructions ne sont pas claires, ne vous attendez pas au bon résultat. Et vous allez comprendre maintenant que ici, ce sont les intelligents aussi qui doivent bien faire le prompt. Celui qui est moins intelligent, il va aboutir au mauvais résultat, même s'il a l'intelligence artificielle comme outil. Maintenant, dans le contexte académique, les prompts désignent l'utilisation de consignes précises dans ces cadres scientifiques ou universitaires pour guider l'intelligence artificielle vers des réponses adaptées et rigoureuses. C'est ça maintenant dans le contexte académique que nous devons faire. Quand vous donnez un TP, il faut insister sur les consignes. Quand nous voulons travailler avec l'IA, il faut savoir élaborer ces prompts. Et c'est ça même le grand travail qu'on aura à faire. Et ces prompts, on va seulement aller les déposer là-bas et nous nous attendrons seulement aux résultats. Et puis nous allons jouir aisément de ces résultats-là. Maintenant, moi, j'ai l'habitude de faire comment? Quand je vais générer mes cours, je l'imprime. J'imprime le cours et je me soumets à un exercice. Je commence encore à critiquer. Donc, je commence à critiquer ce que l'IA m'a généré à la main. Je dis, bon, ça c'est à détailler. Bon, ici, je fais encore comme ça. Bon, si j'ai un exemple, je l'ajoute.
Après, maintenant, quand j'aurai mis ce que j'ai par rapport à mon expérience professionnelle et par rapport à la réalité de notre contexte, maintenant vous retraitez et vous aurez l'originalité. Et j'ai aimé l'IAC qui nous a précédés dans la conférence. L'IAC, on a dit ceci. On a dit, normalement, c'était le père. Il y a eu un étudiant qui a posé la question. Il dit, comment on peut citer l'intelligence artificielle? Actuellement, dans la recherche scientifique, il y a une façon de citer l'intelligence artificielle. Et on nous a montré comment on peut citer l'intelligence artificielle. Vous voyez, par exemple, quand on voyait les sites web, quand on citait les sites web, on disait, par exemple, professeur Macomera, titre de l'article que j'ai consulté, virgule, consulté sur l'heure, et on précise l'heure, parce que le site est dynamique. Tu peux venir consulter le site après 2 jours, le contenu aura changé. Maintenant, pour l'intelligence artificielle, ça m'a beaucoup intéressé. Franchement, j'ai appris ça. Moi-même, je ne savais pas comment on peut citer l'IA. Alors, Père Camille a dit, bon, qui est, par exemple, le concepteur de ChatGPT? C'est OpenAI. Alors, donc, je peux susciter cette société. OpenAI. Et puis, vous écrivez les titres. Et puis, voilà, contenu généré par à telle date et à telle heure. Voilà, moi, j'ai appris ça. Que désormais, oui, c'était, vous avez la part. Ok. Ok. Oui, vous pouvez avancer. Même si on va en parler dans l'un des modules. C'est qu'il n'y a pas encore, en réalité, une manière officielle de citer. Parfois même, on se réserve encore de penser que l'IA peut être citée comme source. Il y en a qui souhaitent citer l'IA comme un moteur de recherche. Un peu comme on peut demander de trouver des informations via Google. C'est comme ça qu'on considère pour certains l'IA. Alors, le débat, il est au niveau de chaque établissement qui doit définir sa charte par rapport à l'utilisation de l'IA. Je voudrais bien que cette nuance-là soit notée, parce qu'il y en a qui ont déjà admis que l'IA pourrait être une source, et d'autres qui se réservent encore. Oui. La raison pour laquelle il faut que chaque école, Parce que chaque c'est mieux déjà établissement passé comme exercice. définisse sa charte. Au niveau international, les débats commencent déjà au niveau du discours. Et au niveau, il y a par exemple l'Algérie qui a une charte, le Canada aussi, mais chez nous on n'en a pas encore. C'est pourquoi les débats ils restent au niveau de chaque établissement pour l'instant, sur la manière de considérer l'intelligence artificielle comme source ou non scientifique. C'est juste ça ce que je voulais ajouter pour essayer. Merci beaucoup, cher CT, pour ces éléments d'éclaircissement. Je vais donc évoluer, on va vers la fin. Et là, nous avons maintenant les travaux pratiques qui commencent. Mais avant les travaux pratiques, je peux d'abord conclure. Et puis nous entrons à Carrefour. Nous commençons à travailler. Après les travaux. Merci. Alors voici le travaux que nous allons maintenant effectuer. C'est ça maintenant la pratique dans l'utilisation de l'intelligence artificielle. J'ai prévu quelques questions. Ici, nous allons, les enseignants, ils vont dans des groupes. Nous allons maintenant rédiger les notes de cours à partir de l'intelligence artificielle. Ça veut dire, dans nos groupes, nous voulons générer un plan de cours et nous voulons voir maintenant comment nous pouvons développer et puis jusqu'à avoir un syllabus progressivement. Mais là encore, il faut insister au fait que pour avoir plus de résultats, souvent nous aimons des choses gratuites. Des fois, il faut arriver à payer une licence. Imaginez si on vous dit de payer $25 l'année. Parce que quand on ne paye pas, l'intelligence artificielle limite aussi certains aspects. Et puis, il y a même des IA qui limitent des questions à poser par jour. Alors, ça vous limite. Mais si c'est pour votre performance, pourquoi vous ne pouvez pas payer $25? Comme ça, vous savez que vous jouissez de toute fonctionnalité. Alors, ici, maintenant, nous voulons voir
Première question, rédaction des notes de cours. Deuxième question, ça s'adresse aux étudiants qui sont présents dans la salle. Nous allons donner des petits thèmes par groupe et puis ça sera des sujets de recherche. Ça peut être des TP ou des TFC. Et puis nous allons vous demander maintenant de travailler avec l'intelligence artificielle. Il y a un autre travail, c'est pour les enseignants. Structuration d'articles scientifiques. Vous avez chacun une proposition d'un article scientifique, une thématique qu'il veut traiter. Comment on peut le faire? Nous allons le faire avec les concours de tous les autres formateurs. On sera en discipline dans les groupes en train de vous assister. Et enfin, c'est l'atelier sur la rédaction de prompts. D'ailleurs, c'est ça qui doit commencer. Parce que, avant même de commencer à travailler, vous devez d'abord poser une question. Alors, l'IA que nous allons utiliser, aujourd'hui déjà, quand je venais, il y a quelqu'un, vous voyez sur votre WhatsApp, il y a un truc circulaire. Quelqu'un venait de me dire, il dit, comment je vais enlever ça de mon WhatsApp? C'était une religieuse à l'hôpital. Il dit, on a dit qu'on nous espionne. Aide-moi à corriger. J'ai dit, non, ma soeur. Ça, c'est l'intelligence artificielle de Meta IA. C'est plutôt bénéfique pour vous. J'ai dit, voyons d'ailleurs comment on l'utilise. J'ai dit, bon, ok, demandons-lui de nous générer les thèmes de la récollection du troisième dimanche de l'Avent de l'année C. J'ai dit, ok, bonjour, je suis révérende sœur Fabiola de la congrégation de Petites Sœurs de la présentation. J'ai un exposé sur le troisième dimanche de l'Avent de l'année liturgique C. J'ai besoin que tu me proposes une thématique avec des textes, mais dans le contexte de chez nous. Peux-tu le faire? On a enregistré un audio, n'est-ce pas? Cet audio-là, question de faire, c'est les prompts. Et puis on a envoyé à Meta IA. À quelques minutes, il nous a généré les thèmes. Maintenant, là, il faut être précis. Quand on est dans le domaine de spiritualité, il y a aussi l'inspiration. Donc là, ça va nous aider juste pour les références et autres. Mais au moins, il y a le Saint-Esprit qui doit conduire celui qui enseigne. C'est ça aussi. Il y a un contenu généré et a-t-il été inspiré vraiment? Voilà. Alors, ici, donc, nous allons expérimenter deux outils. On va utiliser ChatGPT, on va utiliser Meta IA. Et puis, si vous avez utilisé les deux outils-là, vous aurez facile à utiliser tous les autres. Parce que toutes les interfaces se ressemblent. C'est seulement question de savoir où mettre son prompt et c'est question de savoir telle IA est spécialisée dans ceci et telle autre est spécialisée dans ceci. En conclusion, l'intelligence artificielle doit être utilisée comme levier de performance académique. L'utilisation de l'intelligence, il faut utiliser l'intelligence artificielle de manière responsable et critique. C'est pourquoi on a regroupé les chercheurs pour qu'ils arrivent à utiliser, tout en faisant une analyse critique, comme chercheurs. C'est que les autres ne font pas. Les autres se limitent au contenu généré et ils sont contents. Mais voilà, vous avez critiqué. Vous avez décelé certaines irrégularités. Et c'est ce qu'on demande à l'humain de faire ces exercices. Afin, l'intelligence artificielle, vous venez de constater avec moi que c'est une opportunité pour l'enseignement et la recherche scientifique. Nous vous remercions pour votre aimable attention. Voilà.